Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment analyser la performance d'un portefeuille. Je vous ai parlé dans un épisode précédent que je vais vous mettre ici, qu'est-ce qu'une allocation d'actifs et comment créer un portefeuille. On a également, dans un épisode précédent, parlé de l'importance et du pouvoir que vous avez en plaçant votre argent, comment vous pouvez changer le monde et incarner le changement que vous voulez voir dans le monde en investissant votre argent dans des secteurs plutôt que dans d'autres. Vous pouvez préférer par exemple investir dans les énergies renouvelables plutôt que dans le pétrole. Je vais vous mettre cet épisode ici. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment lire et déchiffrer la performance d'un portefeuille ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et il y a de cela maintenant 2 ans, j'ai commencé à vouloir savoir comment faire pour investir mon argent. J'ai eu la chance de rencontrer une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'ont fait toute mon éducation financière. Dans ça, mon éducation financière, c'était zéro. Et le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous ces connaissances, ces outils, ces techniques, et de vous permettre d'éviter les erreurs que j'ai faites et de développer vos connaissances et de pouvoir placer votre argent sereinement. J'ignore comment vous êtes tombé sur cette chaîne, mais je ne fais pas de pub, donc si vous pensez que ce contenu pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser la performance d'un portefeuille. On va voir mon portefeuille à moi que j'ai créé, celui sur lequel je place mon argent. On va déchiffrer un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc vous voyez à l'écran la composition de mon portefeuille. Vous pouvez faire une copie d'écran, il n'y a pas de souci, c'est pas classé secret défense. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 10 fonds différents. Pourquoi 10 fonds? Pour la diversification. Règle bonne pratique du placement numéro 3, je vais vous la mettre quelque part par ici. Pourquoi pas plus? Parce qu'au regard des sommes que j'investis chaque mois, il n'y a pas de sens non plus à faire 20 fonds. 10 fonds, à mon sens, suffisent. Donc les 10 fonds, ce sont les 10 lignes. En bas, on a un indice de référence. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi j'ai mis cet indice de référence, qui est le CAC 40. Et ensuite, on a les colonnes. Alors, la première partie des colonnes, c'est la performance. La performance sur 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 10 ans. Et aussi la performance des dernières années. On a ensuite, en deuxième partie en colonne, la volatilité hebdomadaire sur 1 an et sur 3 ans. Alors, pour être sûr qu'on comprenne bien tous la même chose, la performance, c'est les résultats qu'ont atteint ces fonds. Et la volatilité, c'est le pourcentage de variation de leur valeur au cours du temps. Donc, souvent, on associe la volatilité avec le risque. Et c'est pour ça que la toute première colonne, c'est l'échelle de risque SRRI, qui va de 1 à 7, 1 étant sécurisé mais très peu de gains potentiels, 7 étant le plus risqué, mais plutôt que de dire risqué, je préfère dire volatile. Pour faire une petite aparté sur le rapport entre risque et volatilité, si vous voulez, quelque chose qui est volatile, donc, va connaître des variations dans le temps. On dit souvent que c'est risqué, pourquoi? Parce qu'on a l'idée de se dire « Ah, si demain je dois sortir mon argent et que je suis sur quelque chose de volatile, et bien peut-être que demain il y a une crise et que mon argent, mon placement va être à la baisse. Donc potentiellement si j'ai besoin de mon argent demain, j'ai le risque de devoir essuyer une perte. Ce que je veux bien sûr éviter. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut voir le rapport entre risque et volatilité, et c'est pour ça que si on se donne un horizon de placement assez long,
et qu'on fait en sorte d'avoir une épargne de précaution, eh bien on peut placer son argent sereinement et on n'a pas besoin de se dire « Ah, peut-être que demain j'ai besoin de cet argent ». Et si une crise venait à venir, eh bien on peut laisser passer la crise. Au contraire, investir pendant la crise pour acheter au point bas, acheter pendant les soldes et faire grossir son portefeuille une fois que les marchés vont repartir à la hausse. Donc ce rapport entre risque et volatilité, je comprends que banquiers et assureurs aient cette échelle de risque, car il faut que les gens soient informés. Mais pour moi, la volatilité ne représente pas forcément un risque, c'est la volatilité avec le besoin de peut-être d'avoir besoin de retirer son argent dans un très court laps de temps qui, là, augmente le risque. Donc, ce rapport entre le risque et la volatilité, si on prend l'exemple, par exemple, d'un assureur, eh bien, un assureur, statistiquement, va savoir, admettons, qu'il y a un événement majeur eh bien, tous les 7 ans. Et donc, on a un ouragan Katrina ou une tempête qui va dévaster une partie d'une région. L'assureur va devoir eh bien, à ce moment-là payer, rembourser des primes d'assurance. Donc cette année-là où cet événement majeur va arriver, cette année-là, eh bien c'est une année qui ne va pas être bonne pour l'assureur, mais l'assureur sait que sur le reste des années, eh bien son modèle économique fonctionne. Donc il a une activité qui est volatile car il y a bien sûr des variations, mais ça ne veut pas dire qu'elle est risquée. De la même façon, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans la vente, eh bien, tous les mois on ne fait pas le même nombre de ventes. Ça veut dire que les ventes ont une certaine volatilité, elles varient à la hausse comme à la baisse. On peut bien sûr lisser la performance et avoir une tendance qui peut être bien sûr à la hausse et à la baisse, mais ce n'est pas parce qu'on a une variation du volume de vente que c'est une activité qui est risquée. C'est juste une activité qui est volatile. Donc voilà, mais sachez que donc l'échelle de risque SRRI va de 1 à 7, 1 étant sécurisé, peu de gains potentiels, 7 étant très volatile et bien sûr plus de gains potentiels. Donc quand on regarde ce tableau, ça ne sert à rien de regarder toutes les cases. Déjà, c'est la première idée, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est une moyenne. Pourquoi? Parce que dans les marchés financiers, si vous visez la moyenne, ou un petit peu plus que la moyenne, eh bien c'est déjà très 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 bien. On ne va pas essayer de faire les traders et d'acheter et de vendre au bon moment parce que eh bien, tous les plus grands investisseurs, que ce soit Ray Dalio, John C. Bogle ou oncle Warren Buffett, eh bien, ont testé ça, ils ont pris leurs meilleurs traders, ils les ont pris des périodes de 5 à 10 ans et se sont rendus compte que eh bien d'essayer de battre le marché, comme on dit dans les marchés financiers, eh bien, ça ne fonctionne pas et qu'il vaut mieux avoir une stratégie eh bien, long terme et placée de façon à essayer de faire aussi bien que le marché ou alors peut-être un petit peu mieux. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Si on a une performance moyenne de son portefeuille, eh bien c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'indice de référence, le CAC 40. Le CAC 40, vous en avez entendu parler, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières à la Bourse de Paris. Pourquoi je prends un indice de référence? Eh bien parce que je veux voir par rapport à un indice comment mon portefeuille eh bien, se comporte. Toujours pour voir est-ce que je suis dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Pourquoi je prends le CAC 40? Parce qu'on est basé en France sur l'idée de l'économie française, ça me donne à peu près le curseur où je me situe. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Première chose, la performance. Est-ce que la performance du portefeuille, donc c'est la dernière ligne en bas, est-ce qu'elle est aussi bien que le CAC 40? Est-ce qu'elle est en dessous? Ou est-ce qu'elle est au-dessus? La performance, elle s'analyse sur le plus grand horizon possible. En l'occurrence, dans ce tableau, sur 10 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme on l'a vu, bonne pratique du placement numéro 1, le temps est notre allié
et sur un horizon assez loin, les marchés sont toujours à la hausse. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est à la hausse comme ça ou est-ce que c'est à la hausse comme ça? On peut prendre une année ou une année de crise, par exemple quand la pandémie du Covid nous a touchés, eh bien ça a été une année morose sur tous les marchés. Donc si on se basait seulement sur la performance de cette année-là, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas révélateur des marchés sur la période des 5 ou 10 dernières années. Donc on va prendre la performance sur la plus longue période, en l'occurrence dans le tableau, sur les 10 dernières années. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le CAC 40 a fait pratiquement 100%, ce qui est une très très belle performance. En gros, si vous avez mis 1 euro, eh bien, au bout de 10 ans, vous avez 2 euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit par contre que le portefeuille, lui, de son côté, a fait pas loin de 160%. Donc, très jolie performance comparée au CAC 40. Donc, dans ce cas-là, on se rend compte que le portefeuille a une meilleure performance que l'indice qu'on a choisi pour comparer. Ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Alors, bien sûr, les performances passées ne présagent pas celles à venir, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une tendance. Et c'est pour ça aussi qu'on prend un indice de référence, car cet indice de référence va nous donner la tendance sur les 10 dernières années. Bien sûr, les 10 prochaines années peuvent être différentes, mais une fois de plus, ça nous donne la tendance. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut prendre en considération, eh bien, c'est la volatilité. La volatilité, comme je vous le disais, c'est considéré comme un facteur de risque. Eh bien, une fois de plus, là, l'idée, c'est d'avoir une volatilité qui est plus ou moins celle de l'indice de référence. Bien sûr, si elle est plus élevée que l'indice de référence, c'est pas idéal. Si elle est moins élevée, c'est mieux. Et donc, une fois de plus, la volatilité, on la prend sur l'horizon le plus long. En l'occurrence, sur le tableau, c'est 3 ans. Et donc, on le voit, la volatilité du portefeuille est de 18% et des brouettes, alors que la volatilité du CAC 40 sur la même période est de 20%. Donc, la volatilité du portefeuille est moindre. On a un portefeuille qui est plus stable que l'indice de référence CAC 40. Donc une fois de plus, là, l'idée c'est de se dire, ok, donc je fais mieux que la performance moyenne du CAC 40 et j'ai une volatilité moindre, donc je suis moins exposé aux fluctuations du marché, donc un risque de perte potentielle est moins élevé. Là je me dis, bon, plutôt pas mal. Donc pour que vous compreniez, ce sont ces deux facteurs qu'il faut prendre en compte quand vous créez un portefeuille. Alors pour créer un portefeuille ainsi, eh bien, vous pouvez demander à votre assureur dans quel fonds d'investissement, dans quels actifs pouvez-vous investir. Il a un catalogue. Ce catalogue, la plupart du temps, se présente sous la forme d'une feuille Excel. Vous pouvez, moi ce que je fais tout simplement, première chose, je classe par performance, ensuite je fais un deuxième classement par volatilité, et je fais ensuite un classement par valeur ESG et ISR pour essayer de mettre un maximum de fonds ISR dans mon allocation. Donc voilà comment je procède. Je fais ces classements et ensuite je pars d'en haut et je vais voir, je prends le code ISIN qui est la plaque d'immatriculation du fonds d'investissement et je vais voir sur Cantalis ou Boursorama quel est ce fonds, dans quel secteur investit-il, et c'est pour ça que j'ai sélectionné les fonds que vous voyez à l'écran. Alors rapidement, BNP Paribas Aqua Classic investit dans l'eau et dans les systèmes de maintenance de l'eau. Pour moi aujourd'hui, l'eau c'est notre ressource la plus chère, donc mon vœu est de pouvoir soutenir les compagnies et les entreprises qui travaillent dans ce secteur et j'ai oublié de le dire, mais le BNP Paribas Aqua Classic a une classification ISR. Ensuite, il y a Échiquier. Échiquier, c'est la maison d'investissement. Et donc le fonds, c'est Artificial Intelligence. Donc comme vous le comprenez, l'intelligence artificielle, pour moi, aujourd'hui, c'est un secteur sur lequel il faut investir car il est
en plein développement et il faut le soutenir. Bien sûr, ça fait peur, mais je pense que ce secteur peut vraiment changer le monde. La révolution qu'on a connue avec Internet, comparée à celle à venir avec l'intelligence artificielle, je pense que ça n'a rien à voir. On ne se rend pas compte encore de comment nos vies vont être changées dans les 10, 15, 20 prochaines années par l'intelligence artificielle. Ensuite, l'échiquier, donc toujours la maison d'investissement, Major SRE Growth, donc c'est un fonds qui investit dans des valeurs de développement en Europe. Ensuite, Échiquier Positive Impact, c'est un fonds qui soutient les entreprises qui ont justement un impact positif en termes de gouvernance, en termes environnementaux et en termes d'énergie. Ensuite, Fidelity Funds, Global Technology Fund, ça c'est pour avoir un fonds assez général, bien sûr, axé sur la technologie, pour avoir quelque chose qui travaille un peu plus sur la généralité. Une fois de plus, diversification du portefeuille, bonne pratique numéro 3. Ensuite, Mirova Europe environnementale, eh bien, comme vous le comprenez, c'est un fonds qui soutient les compagnies qui travaillent dans l'environnement pour soutenir l'environnement, le développement d'une économie durable. Ensuite, Pictet Clean Energy Transition. Pictet, une fois de plus, c'est la maison mère du fonds d'investissement. Et bien, Clean Energy Transition, c'est un fonds qui soutient les sociétés qui investissent dans les énergies renouvelables. Ensuite, on a Pictet Robotics qui, de la même façon, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un secteur sur lequel il faut investir. Et bien, la robotique, c'est un secteur aussi, je pense, qui est très porteur. Ensuite, Pictet Security, qui est un fonds qui investit dans la sécurité, dans les sociétés qui soutiennent la sécurité des personnes. Donc très important, encore une fois. Et ensuite, pour finir, on a Pictet Timber, qui est un fonds qui investit dans les sociétés d'exploitation forestière durable et sur toute la chaîne de l'exploitation forestière durable. Donc pour protéger nos forêts, car comme vous le savez, ce que les arbres expirent, nous le respirons, donc on a besoin d'eux. Donc voilà les amis, comment lire un portefeuille, comment créer un portefeuille aussi, comment voir sa performance, comment la comparer à un indice de référence, toujours prendre un indice de référence pour avoir une moyenne de marché et savoir où on se situe. Je ne dis pas que ce portefeuille c'est le meilleur portefeuille du monde, mais c'est le mien. C'est celui que j'ai choisi en fonction de mes convictions. Je ne vous dis pas que vous devez prendre le même portefeuille, car une fois de plus, tout dépend de vos convictions, tout dépend aussi de votre sensibilité au risque. Vous l'avez vu, tous ces fonds ont une classification SRRI élevée, entre 6 et 7. Si vous n'êtes pas confortable avec une allocation aussi dynamique, eh bien, je ne vous conseille pas du tout d'investir dans ce fonds. C'est plus pour vous donner une illustration, un exemple de comment vous pouvez, comme je le disais, choisir de mettre votre argent dans des secteurs qui vous sont chers, qui pour vous ont de l'importance, comment changer le monde en investissant votre argent, et aussi comment lire leur performance pour, bien sûr, faire une allocation qui est totalement pertinente et qui va quand même chercher la performance que vous espérez. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à partager cet épisode avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Moi de mon côté, je me réjouis bien sûr de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, vous pouvez me mettre un petit like, un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire, appuyer sur la cloche si vous voulez être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.